sur la plateforme de SuissePA, l'association suisse des patients atteints de maladies du foie. Nous avons le plaisir de vous présenter l'exposé de la 3e journée suisse du foie, au CHUV, de la professeure Valérie McLean, sur le thème « Transition en hépatologie ». Bienvenue à la professeure McLean. Bonjour à tous, merci à Karina et SuissePA de cette magnifique organisation, de l'accueil de la pédiatrie. Cette année, c'est la première fois. Comme pédiatre, on est pourvoyeur de quelques patients qui arrivent à l'âge adulte, qui ont leurs propres problématiques. Et donc, je vais vous donner la perspective du pédiatre, de la pédiatre, par rapport à ce processus de transition. Mais ce n'est qu'une partie de l'équation. L'autre partie est dans les mains de mes collègues adultes avec qui j'ai déjà eu l'occasion de travailler et de partager. Et je pense que c'est work in progress et on a encore beaucoup de choses à faire tous ensemble. Alors, j'avais 2 charmantes patientes qui devaient se joindre à nous, mais qui ont renoncé face à la météo. Et je remercie d'ores et déjà un papa qui est dans la salle, qui participera à la fin pour improviser et nous donner le point de vue du parent sur la transition. Et je vous le présenterai en temps voulu. Donc, la transition, qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais peut-être me mettre ailleurs que où il y a une machine à écho. Qu'est-ce que c'est que la transition? Ben, c'est simple, c'est le passage de l'hépatologie de l'enfant à l'hépatologie de l'adulte. Mais pourquoi on en parle et pourquoi on s'attarde sur ce sujet? Ben, parce que c'est plus que juste un transfert de dossier. C'est un processus qui prend des années. Et comme disait mon ancien patron, il faut commencer avec notre vision, start with the end in mind, et viser la longévité et la qualité de vie. Parce que nous, les pédiatres, on transplante ou on soigne des enfants tout petits, et donc on veut vraiment essayer de leur promettre une espérance de vie normale. C'est d'ailleurs une question qui nous pose souvent. Et une des variables avec lesquelles on doit composer, c'est qu'on sait que l'adolescence et le jeune adulte, enfin cette période-là est une période qui est fragile et qui est semée d'embûches en fait. On sait à partir de la littérature, surtout de la transplantation, et maintenant il y a de la littérature sur les maladies hépatiques chroniques aussi, que c'est une période où les jeunes qui ont eu une transplantation dans l'enfance sont confrontés souvent à des recherches d'emploi difficiles, à une fragilité de la santé mentale, avec une augmentation de dépression et d'anxiété chez ces jeunes par rapport à une population normale. Et on sait aussi que les jeunes qui transitionnent aux soins, c'est une période vulnérable où il y a parfois des rejets d'organes ou des complications médicales. On sait aussi que les jeunes adultes qui apprennent un diagnostic de maladie du foie chronique ou qui doivent subir une transplantation à l'âge adulte sont des patients qui sont plus à risque de faire des complications, notamment des rejets. Et puis, quelle est l'autre variable avec laquelle on doit composer? Le cerveau du jeune adulte qui a beaucoup d'autres priorités que celle de s'occuper, là en l'occurrence, de son foie ou de sa santé. Même s'il n'y a pas de mauvaises intentions, c'est juste qu'il y a des conflits dans ce cerveau multicolore. Donc, la période de la transition, en fait, c'est une période un peu orageuse où il y a multiples variables, notamment que non seulement on change de spécialiste, mais on change aussi de médecin de famille. On change de style de vie, on a envie de sortir avec les copains. Il y a des décisions professionnelles qui se font à ce moment-là, des décisions de formation qui rentrent en conflit parfois avec des rendez-vous médicaux. En Suisse, il y a un problème assécurologique, c'est-à-dire que bon nombre des enfants bénéficient de l'assurance invalidité qui va que jusqu'à 20 ans, l'assurance invalidité qui couvre dans la majorité des cas la totalité des soins, sauf qu'à 20 ans, ils basculent dans le système
des assurances privées. Et là, il y a toute la question des quotes-parts qui se pose, alors que précisément, ces jeunes sont en formation et qui ont en général des revenus modestes. Et donc, il faut composer avec ces quotes-parts. La situation psychosociale est souvent un peu complexe parce qu'il y a des questions d'identité aussi liées à la maladie. Est-ce qu'ils restent chez papa-maman? Est-ce qu'ils habitent en coloc? Est-ce qu'ils prennent un domicile à eux? Et puis, quelque chose où je pense que nous, comme pédiatres, on a quelque chose à contribuer, c'est la transmission et de s'assurer qu'ils ont une bonne connaissance de leur état de santé. Et je dis bien état de santé, pas maladie, parce qu'en général, on aime bien que la transition se passe dans une période stable. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui reste perfectible. Et je vous montrerai tout à l'heure peut-être certains outils qui peuvent être utilisés dans ce sens. Et puis, il faut composer avec la volonté d'autonomie, la volonté de liberté, et tout ça contrebalancé par les contraintes d'un suivi médical régulier. Donc, je vais vous donner maintenant un exemple de la vraie vie, un exemple d'une patiente qu'on a suivie à Genève et ici au CHUV avec Dr Vionnet. Il s'agit d'une jeune femme de 22 ans qui consulte Dr Vionnet pour un ictère et un prurite. Dans ses antécédents, elle avait une atrésie des voies biliaires, donc c'est une maladie congénitale de l'arbre biliaire, pour lequel elle a été transplantée dans l'enfance à l'époque où j'étais interne. Et ça a rapidement évolué vers un rejet chronique, raison pour laquelle elle a eu besoin d'une deuxième transplantation dans l'enfance. Et au moment où elle consulte Dr Vionnet, elle est en monothérapie tacrolimus. Elle est étudiante à l'Université de Genève. Elle a un suivi assez irrégulier. Et si on suit ses taux de tacrolimus, ils sont très erratiques, tantôt haut, tantôt bas. Ce qui signe pour nous souvent une petite question par rapport à l'observance thérapeutique. À la biopsie, on documente un rejet cellulaire et elle a de nombreux anticorps contre le donneur circulant, ce qui aboutit à un traitement qui associe rituximab, mycophénolate, prednisone et tacrolimus. Donc elle est passée d'une monothérapie à une quadrithérapie, ce qui bien sûr est contraignant et qui la met à risque de davantage de complications. Et puis, on a l'occasion de la voir dans une consultation conjointe. Et ce qui ressort à ce moment-là, c'est que, en fait, c'est vraiment une question de perception de maladie ou d'état de santé. Et en fait, elle ne se sent pas malade. Par contre, sa mère la voit comme malade depuis toute petite. Et pour la patiente, les médicaments, c'est un rappel de la maladie. Et donc, en fait, ce qu'elle fait pour oublier qu'elle est malade, c'est qu'elle retarde le moment où elle va à la pharmacie renouveler ses ordonnances. Donc au total, elle ne prend pas ses immunosuppresseurs pendant 8 à 10 jours par mois. Et à tout ça s'associe un problème d'image corporelle qu'elle me raconte un jour en consultation. C'était vraiment le syndrome du pas de la porte où elle met la main sur la porte puis elle me dit « Ah, mais j'ai encore quelque chose que je voudrais vous dire ». Parce qu'elle a eu ces 2 transplantations avec de nombreux drains et elle a des cicatrices disgracieuses. Et ce qu'elle se souhaite, c'est des implants mammaires, une mammoplastie et une correction de ces cicatrices. Et là, je lui explique que ça fait beaucoup d'immunosuppresseurs et qu'il faudrait réfléchir à gentiment sevrer les immunosuppresseurs avant d'aller dans cette direction. Mais le chirurgien plasticien lui fixe une date et un jour, je reçois un coup de fil, c'était au HUG, un jour, je reçois un coup de fil. Ah, il y a madame Untel qui est hospitalisée, est-ce que tu peux venir la voir? Et je la vois, la pauvre, au fond de son lit avec une infection de ses implants, ce qui a abouti à une ablation des implants. Et donc, elle s'est retrouvée dans sa situation d'image corporelle compromise. Donc, ça illustre à quel point... Bon, elle, en l'occurrence, elle était très seule dans la gestion de son état de santé et des complications de sa transplantation. Mais ça illustre cet orage dont je vous parlais, des multiples variables qui convergent à cet âge et ce avec quoi les jeunes doivent composer. Donc, il y a les variables psychologiques, il y a la biologie, il y a l'observance thérapeutique. Les médicaments, ça sert que si on les prend, mais ça sert pas si on les laisse à la pharmacie à la fin du mois. Les variables et les pressions sociales, et puis bien sûr les comportements à risque.
Donc, quels sont les principes de base de la transition? Débuter tôt. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire en pédiatrie. C'est dès l'âge de 11-12 ans, les patients passent du temps avec les infirmiers à les préparer sur les connaissances de leur maladie, de leur état de santé, et puis de fixer des mini-objectifs de consultation en consultation. Alors parfois, un an peut s'écouler entre deux consultations. Néanmoins, on fixe des petits objectifs pas à pas. On encourage les patients à s'autonomiser, notamment par rapport à la prise de médicaments. Et puis, ce travail en équipe médico-infirmiers, parents, patients, permet un tout petit peu de resserrer les mailles du filet, bien sûr avec beaucoup de bienveillance et sans trop de contraintes. Et puis, quand l'enfant, quand l'adolescent et le jeune adulte grandit, comme j'y faisais allusion tout à l'heure, on essaye de développer des consultations conjointes et puis surtout de garder la porte ouverte, en tout cas en pédiatrie, pour que les patients, s'ils se sentent un petit moment de régression ou vouloir simplement qu'on reformule quelque chose qui s'est passé à une consultation adulte, on est là pour eux. Et puis surtout, l'autre chose maintenant du coup dont je vais parler, c'est quels sont les outils pour accompagner ces jeunes à travers cette période et notamment comment leur donner accès aux documents médicaux qui pourraient leur servir dans ce processus de transition et bien sûr au-delà. Parce que dans certaines études où les patients ont été interrogés au rétroscope, qu'auraient-ils souhaité pour la transition, ce qui ressort, c'est qu'ils ont transitionné, ça c'est une période historique, hein, à un moment sans bien comprendre leur état de santé et qu'ils auraient bien souhaité des méthodes cognitives, alors c'est un peu vague comme terme, mais des méthodes qui puissent les accompagner à travers cette transition et surtout les aider à développer un peu de self-management, contrairement au cas de la patiente que j'ai présentée tout à l'heure. Donc c'est dans ce sens-là que à Genève, on a essayé de créer, avec le soutien de nombreuses personnes et fondations, un outil pour accompagner les jeunes qui soit attractif pour tous les âges et dès un assez jeune âge, en fait, et qui soit didactique, c'est-à-dire sous la formule Serious Game, qui associe d'une part l'accès au dossier médical du patient, donc le dossier électronique, et un jeu pour motiver l'enfant, pour rendre son propre suivi attractif. Et si ça vous intéresse, vous aurez la possibilité pendant la pause de voir ce jeu qui est exposé au stand HUG. Donc l'idée, c'est un serious game qui est évolutif, qui s'appelle Kidsy Transplant, qui est en lien avec la condition de santé et qui permet de développer la responsabilité, qui permet à l'enfant, à l'adolescent, de comprendre et de gérer sa condition sous une manière un peu ludique, avec des quiz qui permettent l'apprentissage. Donc ça ressemble un peu à ça, mais je vous réfère de nouveau à l'exposition lors de la pause. Donc l'objectif, c'est vraiment de ces jeux et de ces outils, il y en a d'autres, hein, ça c'est que notre solution locale, c'est vraiment d'augmenter la compréhension des jeunes face à leurs conditions de santé, l'idée étant d'améliorer l'observance thérapeutique et donc le devenir ou les outcomes pour éviter des scénarios catastrophes avec des décompensations à l'âge adulte. Donc, le jeune patient en transition de soins a une double, mais je dirais même une multiple vulnérabilité. C'est d'une part, il y a la question de l'état de santé et d'autre part, il y a la question de cette période de vie aux variables multiples. Et c'est la raison pour laquelle on prône, mais ce n'est pas juste notre centre, c'est vraiment recommandé dans les pratiques, de collaborer entre la médecine de l'enfant et la médecine de l'adulte, de bien accompagner ces enfants avec le soutien de la famille et des soignants. Et je dois dire que dans ce sens, les choses évoluent très favorablement puisque maintenant les familles sont bien incluses dans les consultations de l'adulte. Il fut un temps où non, quand l'enfant allait à la consultation de l'adulte, il fallait exclure les familles. Mais maintenant, on sait que les familles sont vraiment une ressource importante dans
ces moments de transition est vraiment favoriser la multidisciplinarité. Est-ce que c'est une période où il y a besoin d'une assistante sociale? Est-ce que c'est une période où il y a besoin d'un soutien psychologique? Et puis, bien sûr, utiliser les outils à disposition pour essayer de favoriser cette période et rendre les patients moins vulnérables pour améliorer leur devenir à long terme. Donc, avec cela, évitez de mettre la tête dans le sable et de regarder vers l'avenir. Et donc, en lieu et place de mes patientes, j'invite Monsieur Christian Appenzeller, qui a gentiment accepté au pied levé de donner son témoignage dans la langue de son choix. Par le témoignage du parent. Je dois dire qu'on a fait un beau parcours ensemble où on a beaucoup pratiqué la décision médicale partagée, et c'est vraiment une belle opportunité pour les médecins et les parents de co-construire le plan des enfants au niveau thérapeutique, pas juste au niveau de la transition. Donc, Christian, à vous la parole. Et merci. Ça sera en allemand? Ça sera en allemand, ça sera pas français. Also ich bin komplett unvorbereitet, das ist völlig spontan. Also am liebsten würde ich eigentlich Fragen beantworten, aber ich kann ja vielleicht einfach mal etwas erzählen und dann kommt vielleicht etwas in Gang. Also unser ältester Sohn, der ist jetzt so mitten in der Transition weg von Valeries Kinderspital in Genf. Genau, und er soll, also das Ende dieser Transition wird irgendein Transplantationszentrum in der Schweiz sein. Das kann Zürich, Bern, von Gallen, Luzern. Ja, genau, aber einfach nicht Basel. Genau. Sein, genau. Und also was zu beachten ist, dass halt die Betreuung in einem Erwachsenenspital viel, ich sage jetzt mal, lascher ist oder viel weniger, dass quasi für alles gesorgt wird und alles schön durchgeführt wird und so. Und ein weiteres Element ist, ich glaube, das hat Valerie auch schon gesagt, ist der Kinderarzt, also der trainiert ist, ganz gut für seine Patienten zu sorgen und immer schön die Leberwerte weiterzuleiten zum Beispiel oder die Medikamentenlevel des Tacrolimus zum Beispiel. Und das geht ja auch zu Ende mit dem 18. Lebensjahr, genau. Und also dann kommt nachher ein Erwachsener, also ein normaler Hausarzt oder ein Hausarzt für Erwachsene. Genau. Und wie wir das gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir staffeln diese Transition. Also wir haben damals, also das wurde auch wunderbar vorbereitet vom Team in Genf, dass wir gesagt haben, wir möchten zuerst den Wechsel vom Kinderarzt zum Hausarzt vollziehen und der soll nachher aber immer noch mit Genf kommunizieren, also mit der Pädiatrie in Genf. Und wenn das dann läuft, dann kann unser Sohn anfangen, quasi in ein anderes Spital, also in ein Erwachsenenspital zu wechseln, weil dann sind nicht zwei Zusammenarbeiten, die quasi gleichzeitig neu etabliert werden müssen, sondern man kann das staffeln. Also das ist das, was wir gemacht haben. Und wir sind jetzt in dieser Phase drin und merken schon da, dass das zum Teil schwierig ist. Also jetzt gerade vor 1 oder 2 Wochen war unser Sohn da und es wurde ihm Blut abgenommen und er ging dann wieder. Und als wir uns dann irgendwann mal gemeldet haben, weil wir gesagt haben, wir kriegen diese Werte nicht, dann haben die gesagt, ach ja, die Immunosuppressiva, das haben wir vergessen. Das haben wir nicht gemacht. Und
Ja, also so war das vorher nie beim Kinderarzt. Da wurde für alles gesorgt. Und ich glaube, was für meinen Sohn auch eine Lektion dabei ist, was wir ihm auch sagen, ist, ja, du musst halt fragen, du musst denen sagen, haben Sie das jetzt auch gemacht? Und schicken Sie nachher auch ein E-Mail nach Genf, weil das sollten Sie jedes Mal tun und so. Und wenn man es nicht sagt, dann kann es halt passieren, dass das untergeht. Genau, das ist so unsere Erfahrung. Is that about what you were expecting? That's great, thank you. Non, j'aimerais rebondir sur 2 points. Je crois que, de nouveau, c'est toutes ces variables qui surviennent au même temps. Et ce qu'on a essayé de faire ensemble, et ce qu'on fait pour d'autres familles, c'est de ne pas changer toutes les variables en même temps et de faire cette chose progressive, cette évolution progressive. Peut-être d'abord on passe du pédiatre au médecin généraliste, ensuite on change de spécialiste. D'autres choisissent de faire l'inverse. Et de nouveau, ça se co-construit avec le patient. Et puis l'autre chose du récit, je crois, qui est très importante, c'est cette bienveillance des parents et ce empowerment, donc de faire un peu l'inspecteur des travaux finis par derrière, en quelque sorte, et ce empowerment du jeune qui doit oser dire non mais vous avez oublié de faire mon taux de tacrolimus, c'est pas juste des tests hépatiques qu'il faut faire, ou bien le taux de tacrolimus ça se fait toujours à jeun en fait. Souvent le patient est plus éduqué sur sa condition que le médecin qui n'a peut-être pas eu de patient sous immunosuppresseur après une transplantation d'organes solides dans sa clinique. Donc je dirais que ça c'est les messages importants, et un immense merci d'avoir relevé le défi au pied levé. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la professeure McLean pour cette présentation très enrichissante et pour son engagement personnel en faveur de SuissePA et de la Journée suisse du foie.